Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas. Sur ce vaccin, en fait, quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Go fuck yourself. Nous sommes en guerre. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. À la radio, si on se fermait tous sa gueule, ce serait un peu embêtant, hein, Eddie, résistant Sud Radio, éditeur Sud Radio. Mais moi j'aime bien, tout le monde discute. Ah là là, comment il a dit ça, le président du Sénat, et alors Elon Musk dit bien « fuck you ». Hein devant un parterre de 300 000 téléspectateurs. Vous savez, la vulgarité, elle n'est pas dans le mot, elle est dans l'âme ou elle est dans la pensée. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Et là, on va parler de beaucoup de choses. On va parler d'école, on va parler du classement PISA, on va parler effectivement de ce qui se passe dans le village de Saint-Brévin avec les demandeurs d'asile qui viennent d'arriver. Et on va parler d'un livre passionnant, Les Destructeurs, très polémique. Est-ce que c'est la fin de l'Empire américain? Et puis évidemment les perles, les huées et les bravos. Et salutations à Jérôme Marty qui vient d'être élu le 4e bonimenteur par le syndicat Liberté Santé. Ça mérite des félicitations du jury. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. .fr. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Mais pas du tout. La France a le meilleur système d'enseignement du monde. Comment? PISA dit non. Non, pas du tout. Ça va de moins en moins bien. Pourquoi? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est Charlemagne qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Mais est-ce que vous seriez capable d'articuler, vous, moi, si on n'a pas inventé l'école? En tout cas, il se passe quand même des choses assez préoccupantes quand même. Hein, le fameux classement PISA, vous savez... fameux classement PISA, eh bien, le classement PISA vient de sortir en 2023 par rapport à 2022. Eh ben, c'est pas vraiment ça, hein. Baisse significative en mathématiques, en français et en sciences. Je vais vous dire, par rapport à 2018, hein, en 5 ans, eh bien, la France a baissé en maths, moins 21 de points. En français, moins 19, lecture, etc. Et en sciences, moins 6. Quand même, on se classe aujourd'hui au 23e rang, hein. Certes devant l'Italie et les États-Unis, mais derrière, la Corée du Sud, Singapour, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est à la peine, et on a demandé à quelqu'un qui a écrit des livres qui ont été très remarqués, très lu, très acheté, La fabrique du crétin. Jean-Paul Brigelli, bonjour, et je rappelle votre plus récent livre, L'école à 2 vitesses, aux éditions de l'Archipel. Jean-Paul Brigelli, alors ce classement PISA, ça signifie vraiment, est-ce que ça indique vraiment la température? Alors, André Berkov, vous avez remarqué que personne ne s'est étonné de ce classement. Personne. Tout le monde, y compris le ministre, attendait que la France soit encore une fois tombée dans les abysses, enfin pas tout à fait les abysses, nous sommes dans le ventre mou de l'OCDE, ouais. Une petite moyenne, quelque chose comme ça, ouais. Très 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 loin des tigres d'Extrême-Orient. Bon, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, ça mesure ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Payons le fait que le gouvernement a cru bon, a cru intelligent, a cru malin de fermer le système scolaire pendant pratiquement 1 an et demi. Ouais. Bon, ça c'est la première chose. Et je peux vous assurer que les élèves qui sont pris ça pleine face sont actuellement en grande partie inscolarisables.
Voilà, c'est fini. Je rappelle que... à ce point, vous dites c'est fini. Inscolarisable. Pour ne pas fermer. Vous dites inscolarisable, vous dites c'est fini, Jean-Paul Briguelli. Ah oui, inscolarisable. Essayer de faire classe dans une classe de 4e ou 3e, on va dire standard, pas dans un quartier favorisé, etc. Et vous me donnerez des nouvelles. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut voir que c'est pas, on s'acharne sur les maths. Bon, très bien. Effectivement, ça reprend une information qui était tombée il y a un mois à peu près, demandant à des élèves de 6e combien il y a de quarts dans 3 quarts. 50% n'avaient pas su répondre parce que les fractions ne sont plus étudiées à l'école primaire. Bon, ça c'est une première chose. De la même façon que 1 plus 0,1, ça fait 11. Tout le monde sait ça. Parce que les décimales ne sont pas étudiées non plus. Mais ce qui compte justement, c'est que c'est la lecture qui est en déficit terrible. Je rappelle que la maîtrise du français contrôle absolument toutes les autres disciplines. Bien sûr. Que lire un problème de maths, c'est a priori une question de français. Bon, alors, cela étant dit, on connaît les causes. Les causes, ça a commencé dès les années 90, cette descente aux enfers de la pédagogie. Ça a commencé avec les UFM, ça a commencé avec le pédagogisme, ça a commencé avec l'élève au centre qui construit lui-même ses propres savoirs. Effectivement, c'est, comme dit Jean-Claude Michéa, c'est le règne de l'enseignement de l'ignorance. Alors pour l'ignorance, si PISA mesurait l'ignorance, nous serions champions du monde. Non, ce qui est intéressant, à mon sens, ce sont les réactions immédiates de Gabriel Attal, qui les avait préparées. Je peux vous dire que quelqu'un au ministère a lu mon dernier livre, L'école à deux vitesses, et a pioché un peu au hasard dans les propositions des dernières pages. Vous voulez dire, juste, mais pour aller dans votre sens, Jean-Paul Briguelli, Gabriel Attal a annoncé la couleur, redoublement décidé par les enseignants, des groupes de niveau au collège, répartis en 3 groupes en fonction de leur niveau, la labellisation des manuels scolaires, réforme du brevet rendu obligatoire pour l'accès au lycée. Si on n'a pas de brevet, on passe pas, et puis l'intelligence artificielle. Tout ça, c'était un peu où vous partiez dans votre livre ? Alors, sauf l'intelligence artificielle, parce que je suis résolument anti-écran, voyez-vous. Je pense qu'avec un stylo et du papier, cela suffit amplement, quasiment jusqu'en terminale. Bon, ça c'est une première chose. Mais il faut vendre des ordinateurs, des plaquettes diverses, des smartphones, et il faut consoler les parents qui ont offert des smartphones à leurs enfants dès l'âge de 10 ans de façon à ce qu'ils y regardent du porno. Bon, admettons. Là-dedans, il y a des mesures qui sont invraisemblables. Alors, il y a des choses que j'approuve tout à fait. La fin du collège unique, c'est une nécessité absolue. Je rappelle que c'est la droite qui avait inventé ça, et qui avait couplé le collège unique avec le regroupement familial. Ça a l'air de rien comme ça, mais dans le même sondage PISA, on apprend par exemple que l'Allemagne est en recul net, et dit PISA, parce que l'Allemagne a eu affaire à un afflux de migrants absolument important. Arrivant de Syrie, de Turquie, etc. Bon, c'est exactement ce qui nous est arrivé dans les années 70-80, lorsque nous avons vu débarquer des dizaines de milliers de petits Algériens qui, très sympa, pas la question, mais qui maîtrisent pas tout le français. Le niveau, c'était pas le même, oui, absolument. Et le niveau s'est effondré, puisqu'on mettait tout le monde dans le même melting pot. Donc ça, c'est bien, vous dites, ça c'est bien. La fin du collège unique, c'est bien. Faire des classes de niveau, ça pourrait être bien, mais c'est là que ça commence à poser des problèmes, parce que d'une classe normale, on va donc faire 3 classes. Une avec des élèves faibles, une avec des élèves en transition, si je puis dire, une avec des élèves qui se tiennent debout. Ça suppose 3 profs. Ça suppose 3 salles de classe. Je signale juste comme ça que les salles de classe actuellement sont à 120% d'occupation, comme les prisons, vous voyez, et que les profs, on en manque partout. On en manque partout parce qu'on est infichu de recruter des profs. Oui, c'est ça, 3 groupes, 3 profs, et 3 salles de classe. Et oui, forcément. Forcément. C'est pas le même prof qui va faire 3 heures avec la même classe. Bien sûr. D'abord, ça supposerait qu'il ait des compétences à 3 niveaux. Et il faut s'assurer qu'il y ait des compétences pour parler aux meilleurs
ce sont pas les compétences de base. Il en faut un petit peu plus quand même, Bien sûr. à tout point de vue. Ensuite, l'idée de prendre le brevet comme mur dans lequel on s'écrase si on ne le passe pas, c'est un peu grotesque parce que très franchement, primo, presque tout le monde a le brevet avant même de l'avoir passé. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ça représente à peu près 10% d'élèves. Troisièmement, qu'est-ce qu'on va en faire? On les fusille? Non, le ministre a dit on va faire une classe relais, un système relais qui va doubler les LP en attendant qu'on les oriente. C'est absurde. Les lycées professionnels méritent bien mieux que d'être le foutoir dans lequel on va mettre les cancres du système. Oui, le camion poubelle, quoi. C'est dingue. C'est un point essentiel, absolument. Et d'autre part, il a décidé qu'il y aurait une épreuve de maths en première pour revivifier le bac. À qui on parle exactement? Moi, je me pose un problème là. C'est que Attal, en tant que ministre de l'Éducation, il connaît rien. Là, il n'y a aucun problème. Il est très bon en communication. Il parle avec un œil sur la mairie de Paris et l'autre sur la ligne bleue de l'Élysée, si je puis dire. Mais dis-moi, ça crée un strabisme divergent, ça. Voilà, c'est... Mais il se débrouille assez bien, c'est pas la question. Non, mais il ne connaît rien au système, rien. Et le problème même, c'est qu'il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de ligne. Il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que un député du RN, Roger Chudeau, a immédiatement dit « Mais c'est le programme de Marine Le Pen ». Eh ben, je suis désolé pour le RN, parce que si c'est ça son programme, le RN non plus n'a pas de ligne éducative. Il n'a pas d'idée précise. La seule idée précise qu'il faut avoir, c'est comment revivifier demain tout le système scolaire pour revivifier la France. Je vous rappelle que les pays qui sont en tête de PISA, alors Macao, Shanghai, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, sont des pays à croissance extraordinairement forte, avec une industrialisation de pointe, et nous sommes un pays à croissance très molle, 0,2 cette année, et une désindustrialisation galopante. Absolument, et une paupérisation des classes moyennes qui se prolétarisent à une vitesse grand V. Bon, c'est-à-dire une paupérisation. Le pays entier est ubérisé. Nous sommes devenus des fournisseurs de services touristiques. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si nous voulons véritablement revivifier le système scolaire, c'est dans la perspective de revivifier le tissu économique et social français. Tout est lié. Je vais prendre un exemple. Il faut absolument penser à la façon d'intégrer les enfants immigrés de première ou deuxième génération. Il faut le faire parce qu'on ne les renverra pas chez eux. C'est une fiction totale, totale. Il faut le faire. Il faut le faire en les intégrant véritablement. Mais il faut avoir les moyens. Mais il faut avoir les moyens de le faire, Jean-Paul Briguelli. Et tout ce que vous dites. Et c'est ce qui fait que dans les propositions de Gabriel Attal, il n'y a rien, par exemple, sur comment recruter des profs compétents. Ça, alors là, on est dans le dur. Là, on est dans le dur. Non seulement on n'arrive pas à recruter des profs compétents. Je rappelle que par rapport aux postes qui sont mis dans les concours, il y en a eu 1500 cette année qui n'ont pas été affectés, faute de candidats à peu près valables. Les syndicats disent des postes, ça veut dire que nous allons recruter tous les ânes et tous les bras cassés possibles issus des masseurs de l'enseignement. Bon, alors il faut être un petit peu sérieux. Il avait été question de refaire, non pas les écoles normales, mais une formation en 3 ans à partir du bac. Ça commence à se faire. Il y a une formation, par exemple, de professeurs des écoles au lycée Louis-le-Grand, sur le modèle des CPES, bouge, etc. Une espèce de prépa. C'est là qu'effectivement on pourrait former véritablement des enseignants, les former à des savoirs, au lieu de recruter au hasard les recalés de psychosociaux, pédanigologie. C'est en fait Jean-Paul Briguelli, c'est vrai que le pain sur la planche, il y a du pain sur la planche, mais quel pain et quelle planche, c'est presque travaux d'Hercule. Il faut évidemment le faire, mais ce que je retiens aussi de ce que vous dites, évidemment, il faut tout reprendre, mais c'est vrai, c'est peut-être ce qui est le plus préoccupant, c'est cette acceptation de oui, la France est peut-être pas dans les abîmes gaz de schiste, mais pas très loin, et que on dit résigné.
Voilà. Nous sommes apparemment totalement résignés et on peut faire repasser à peu près n'importe quoi. Je vous rappelle que plutôt que d'essayer de revivifier le bac, on pourrait par exemple transformer complètement cet examen en certification, comme on le fait en fac pour les langues. Vous savez, niveau A, etc. Le faire pour les maths, pour le français, pour les langues, etc. De façon à supprimer. L'idée des redoublements, c'est absolument grotesque. J'ai 45 ans de métier derrière moi. Je n'ai pour ainsi dire jamais vu un redoublement qui ait servi à quelque chose. C'est une voie d'échec absolument garantie. Donc, on parle à la nostalgie. Je ne sais pas exactement quel segment de population Gabriel Attal a l'intention de draguer. Je rappelle qu'il était entré dans le gouvernement de Hollande, donc sur les options de gauche. Oui, mais Jean-Paul Brigelli, accordez-lui... Il est en train de passer à des options bizarres. Mais accordez-lui le bénéfice du doute, peut-être, et pas seulement de plonger dans la communication. Peut-être. On ne sait pas. Je préfère penser que c'est fait exprès, parce que si il faisait ça un peu au petit bonheur, ce serait alors là en plus pitoyable. Merci Jean-Paul Brigelli. En tout cas, c'est très clairement dit et énoncé, et on va continuer à suivre cela évidemment avec vous, parce que il y va. C'est un cliché, mais ô combien vrai, de l'avenir. Et on vous conseille ce livre de Jean-Paul Brigelli, L'école à deux vitesses, est disponible et c'est aux éditions de l'Archipel. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On ira dans quelques instants dans le village de Saint-Brévin qui accueillera 110 demandeurs d'asile. On va en parler. Et puis, écoutez-nous sur Sud Radio. Restez bien avec nous puisque c'est bientôt Noël et on a des cadeaux à vous faire gagner. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Si je vous dis, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Saint-Brévin-les-Pins a déjà reçu ses premiers occupants. Vous me dites quoi ? Vous me dites oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a parlé de Saint-Brévin. Eh bien, on va vous dire ce que ça veut dire, en tout cas pour certains. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Bienvenue chez moi, dit Florent Pagny. Oui. Mais je ne sais pas si ça peut s'appliquer partout. En tout cas, apparemment, non. D'abord, vous vous rappelez, on avait longuement parlé de Calac, on avait parlé de Saint-Brévin. Vous savez, la politique qui consiste à répartir un peu un certain nombre de migrants un peu partout, dans les villages, dans les petits villages, dans les petites communes de France. Et aux grandes dames de certains disaient bravo, c'est formidable, France terre d'accueil, et d'autres disent attendez, ça pose un certain nombre de problèmes, et notamment à Saint-Brévin, justement, il y a un certain nombre d'habitants, enfin de demandeurs d'asile qui sont arrivés depuis lundi dernier, et on veut savoir ce qui se passe. Alors il y a eu, rappelez-vous, des rassemblements, des demandes de référendum, et de l'exigence que ce soit d'abord des Français qui occupent les chambres de ce CADA, de ce fameux centre de demandeurs d'asile, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Quand on sait le nombre de SDF en France, notamment, on peut se poser des questions, voilà. Et je rappelle simplement, parce que quand je dis ça, 600 SDF français meurent tous les ans dans la rue, vous voyez. Et puis, je rappelle aussi que l'Union syndicale du logement, on annonçait que 2,4 millions de foyers attendaient un nouveau logement. 2,4 millions. En attendant, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que il y a eu des mouvements de contestation partout. À Calac, ils ont empêché effectivement l'installation d'un centre. En revanche, ça s'est fait à Saint-Brévin, mais le collectif de préservation de la piraterie, eh bien, s'est opposé et continue de s'y opposer. Bonjour Sophie. Bonjour André. Alors Sophie, au fond, on peut se demander, alors, pourquoi vous n'accueillez pas après tout ? Il y a quelques personnes qui sont arrivées, 110 personnes vont arriver. Qu'est-ce qui fait que vous et beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres villages, franchement, dites oui, non mais ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi on ne pourrait pas leur accorder à eux aussi le bénéfice du doute ?
Bah écoutez André, tout simplement pour une raison simple, vous serez bienvenue chez moi. Oui, nous on est d'accord pour accueillir, mais accueillir des gens de façon illégale, des gens qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas nos valeurs, qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas notre religion. Vous dites illégal parce que ce sont des clandestins, c'est ça? Tout à fait, puisque les migrants qui vont être accueillis, donc c'est un centre de demandeurs d'asile, donc comme le nom l'indique, ce sont des gens qui vont être là en demande de papier, donc nécessairement ce sont des gens qui n'ont rien à faire ici puisqu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de famille, ils ne parlent pas la langue, ils n'ont rien à voir avec nous. C'est la raison profonde pour laquelle ici à Saint-Brévin, les riverains s'opposent à cette venue de gens. On ne s'oppose pas parce qu'on est de l'extrême droite, parce qu'ici, il n'y a pas d'extrême droite. On est des parents d'élèves, on est des habitants du quartier, on est des résidents, on est des travailleurs, on est des payeurs d'impôts, on est des parents ordinaires. Mais accueillir 110 personnes dans une école nous paraît de la pure folie aujourd'hui, puisque les faits divers sont très clairs. André, vous le voyez tous les jours, des gens poignardés, des femmes violées. Nous ne souhaitons pas cela à Saint-Brévin et c'est la raison pour laquelle nous nous battons donc depuis 2016, depuis 2 ans là pour le cadavre vraiment à l'Ermitage, à la Pierre-Attelée, mais ça fait déjà depuis 2016 que certains de notre collectif se battent puisqu'ils étaient déjà opposés à la première ouverture de demandeurs d'asile, de centres de demandeurs d'asile. D'ailleurs, il y a des gens ici qui se comportent très mal. Les premiers migrants qui ont été accueillis en 2016, ça se passe mal. On veut dire que ça se passe bien, la municipalité dit que ça se passe bien, mais non, ça se passe mal. On a eu une caissière du Carrefour Market agressée, ce sont des jeunes hommes qui s'alcoolisent. Donc on ne veut pas ça à Saint-Brévin. Nous sommes une petite bourgade tranquille, nous souhaitons... Vous êtes combien d'habitants à Saint-Brévin, Sophie? On est 12 000 me semble-t-il sur la commune et c'est vrai que non, on ne souhaite pas de délinquance, on ne souhaite pas de problème, on veut rester paisible dans notre quartier, on en a le droit, nos enfants ont droit à la sécurité. Je suis moi-même maman d'une jeune fille de 14 ans. C'est fini, on ne pourra plus se balader dans la forêt, on ne pourra plus aller à la plage en maillot de bain comme on le fait, et ça on s'y refuse. Madame la mairesse de Saint-Brévin impose les choses de force, elle est pro-migrante, et bien qu'elle les prenne chez elle. Si elle veut prendre 110 hommes seuls, qu'elle les prenne chez elle. Vous dites 110 hommes seuls, mais il y a des femmes qui sont arrivées, non? Ah, vous savez, André, alors ça, c'est une gigantesque mascarade. Depuis le départ, on nous annonce des familles. Alors effectivement, là, apparemment, il y aurait une maman avec des enfants. Personnellement, je ne l'ai jamais croisée, donc je me demande où est cette dame. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2016, à Saint-Brévin, un centre de demandeurs d'asile a bien vu le jour. Il n'y avait que des hommes, il n'y a que des jeunes hommes de religion musulmane pour la plupart. Et il n'est pas dingue aujourd'hui de dire, je suis une femme et je le proclame bien haut et bien fort, que ces hommes de religion musulmane ne partagent pas nos valeurs. Ne partagent pas l'éducation que nous sommes en train de faire pour nos enfants. Et je n'ai pas envie de voir ces hommes déambuler comme c'est déjà le cas là depuis 2016. Ils ne font rien. Alors ils ont les iPhones, ils sont en vélo, ils sont habillés dernièrement. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Ils ne font rien, ce sont des gens de toute façon. Alors après, à leur décharge, c'est pas de leur faute puisque de toute façon ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont rien le droit de faire puisque c'est entre 8 mois et 1 an pour obtenir le moindre papier. Donc ce sont des gens qui ne parlent pas français, qui ne parleront vraisemblablement jamais français, qui n'écriront jamais français. Et on connaît, André comme moi, le monde dans lequel on vit en France aujourd'hui. C'est très compliqué de trouver un travail. Même nos enfants n'arrivent pas à trouver de travail. Donc on va faire quoi avec ces gens? Mais alors Sophie, juste un mot. Est-ce qu'il y a eu on en avait parlé, mais est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce que la population... Pourquoi la population... Mais alors, pourquoi... Tout a été caché, André, de A à Z. On le dit depuis le départ. Ils ont vendu la parcelle
de façon cachée. Il n'y a eu aucune concertation, même pas au sein du conseil municipal. Il y a eu un seul conseil municipal où on a acté que la parcelle était vendue. Personne n'était au courant. Tout a été caché. Il y a eu des réunions de quartier auxquelles j'ai assisté à énormément de réunions de quartier où normalement on débat des problèmes du quartier. Bien sûr, bien sûr. Il n'a été mis à aucun moment le sujet du CADA à l'ordre du jour. Tout a été caché. Les habitants se sont déplacés dans ces réunions de quartier pour dire on ne veut pas de ce CADA, des vingtaines et des vingtaines de personnes dans des réunions de quartier, et cela n'a même pas été communiqué. Oui, mais Sophie, si vraiment... une volonté d'occultation de ce problème. Oui, mais Ils Sophie... ont tout imposé par la force. Je comprends, mais Sophie, s'il y avait eu vraiment volonté populaire des habitants de Saint-Brévin, ils auraient manifesté, ils se seraient montrés. Est-ce que vous n'étiez pas... Il y a eu, André. Il y a eu des manifestations sans précédent à Saint-Brévin. Jamais à Saint-Brévin, il y a eu des manifestations aussi importantes d'opposition pour un projet. Et pourquoi vous n'avez pas réussi comme les habitants de Callac ont réussi à faire... C'est très différent, puisque André, nous sommes dans une commune de bord de mer, avec beaucoup de résidences secondaires, des gens qui habitent à Paris, qui ne pouvaient pas être présents en manifestation. Énormément de gens ont peur aussi, bien sûr, d'être taxés d'extrême droite, puisque c'est la seule chose que la municipalité sait faire, c'est de dire que les gens qui sont opposés à un projet sont d'extrême droite, ce qui est complètement faux, complètement faux. D'ailleurs, on en a vraiment marre de taxer les gens de racisme et d'extrême droite. Il me semblait quand même que le droit de vote était confidentiel. Et quand bien même, comment peuvent-ils traiter des honnêtes habitants, parents d'élèves de l'école d'extrême droite? C'est un véritable diffamation. Non mais Sophie, passons, ça ce sont les renvois d'étiquettes, les assignations à étiquettes, on le sait, c'est la polémique politicienne ou politique, si on veut. Mais par exemple, vous avez demandé un référendum, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de consultation. Rien du tout. Rien. Le sujet a été occulté de A à Z. On a participé aux conseils municipaux, et aux conseils municipaux, depuis 2016, à aucun moment, le sujet du CADA actuel ou futur n'a été à l'ordre du jour. Aucun moment. C'est là où on peut se poser problème. Comment voulez-vous que les Brévinois soient au courant de ce qui se fait? En fait, clairement, c'est Monsieur Morez, l'ancien maire, et Madame Paco, qui ont eu la volonté de faire ce CADA de façon personnelle. Madame Paco, donc la maire de Saint-Brévin, donc de toute façon, c'est affiché de façon personnelle. Elle a fait de ce CADA un sujet personnel. Pour une raison inconnue, cette dame souhaite faire, courir le risque à nos enfants, aux habitants du quartier et aux Brévinois, le risque de se faire agresser et d'avoir des problèmes Sophie, à l'arrivée de ces 110 personnes qui sont certainement avec des profils psychologiques compliqués. On voit ça tous les jours. Et notre mairesse fait courir aujourd'hui ce risque à tout Saint-Brévin. Mais Sophie, il n'est pas forcé que ces 110 habitants soient tous en puissance des violeurs et des tabasseurs. Est-ce que vous lisez les faits divers? Oui, non, mais bien sûr. Bon, est-ce que vous connaissez l'affaire Lola? Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé avec le petit Thomas? Est-ce que vous savez toutes ces femmes violentées? Quel est le profil des agresseurs? André? Non, mais ça, écoutez... Le problème, c'est que les faits divers aujourd'hui nous donnent d'ores et déjà raison. Nous voulons le principe de précaution. Nous n'avons pas besoin de ces gens sur notre commune. Nous n'avons pas besoin de ces gens chez nous. Alors Sophie, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Puisqu'ils arrivent, ils sont arrivés, et certains sont déjà là, d'autres vont arriver. Vous, les gens de la Piraterie, et puis d'autres, les Brévinois qui ne sont pas d'accord, ils font quoi? Malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ils subissent, puisque la municipalité mais Sophie, le problème, il est là. Je sais, c'est facile de parler, c'est plus difficile de faire. Ils feront des marches blanches, oui, ils avec des bougies. C'est ça, des bougies et des ballons. Et ils vont chanter Imagine de John Lennon, c'est ça. Écoutez, le problème qu'on a, André, c'est que aujourd'hui,
On subit ces maires complètement inconscients. Mais aujourd'hui, heureusement qu'il y a des maires qui se réveillent. Et je suis j'ai vraiment hâte que de nombreux maires se réveillent pour défendre leur commune. Donc, qu'est-ce qui va se passer à Saint-Brévin de façon claire, nette et précise? Le collectif de la préservation de la pierre attelée va continuer à se battre et va surveiller les moindres faits et gestes, je peux vous dire, de ce qui va se passer dans ce CADA. Le CADA actuel, il faut quand même le dire de façon très importante à tous les Brévinois. Les Brévinois, j'espère, se réveilleront. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte parce que les Brévinois sont très naïfs puisqu'ils sont en bord de mer. Ce sont des gens souvent très âgés qui sont là, ils sont très naïfs. Donc ils pensent que ça va être formidable, mais ça va pas être formidable. Et le problème, c'est que là, on leur annonce des familles et on leur ment. C'est-à-dire que là, Madame Paco donc est toute contente de faire une belle photo avec une dame vraisemblablement d'origine africaine avec ses bébés dans les bras. Le seul problème, c'est que peut-être que cette dame avec ses bébés dans les bras va se retrouver au milieu de 109 autres hommes dans les mêmes dortoirs et ça va être vraiment formidable. Et Madame la mairesse se permet de montrer cette dame en disant mais regardez comme c'est génial. Oui Sophie, on va pas rentrer, d'accord, ça on verra dans les détails. Le vrai problème, écoutez, on va suivre la chose, nous on prend pas parti, on va regarder ce qui va se passer et on va vous suivre. Quand je dis on va vous suivre, on va vous consulter là-dessus, absolument, et de savoir ce qui se passe, et j'espère que ça se passera, en tout cas, vraiment, il faut espérer que tout se passe plutôt bien, et que ceux qui ne sont pas d'accord, encore une fois, le montrent. C'est tout. Je veux dire, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est que ça suffit pas, parce que le problème, c'est que comme ça, on ne protège pas les habitants. Et les habitants, maintenant, sont voués à eux-mêmes. Ils sont obligés de se défendre par eux-mêmes. Si les habitants, si vous dites qu'on est naïf parce qu'on est au bord de la mer, excusez-moi, si les habitants ne savent pas se protéger, j'allais vous dire de façon un peu brutale, tant pis pour eux. Excusez-moi, à un moment donné, Sophie, la responsabilité est au niveau de chacun. Pardon. C'est pas possible. Oui, mais le problème, c'est que les Brévinois ont essayé de se protéger, mais la mairie est plus forte. Quand il y a des manifestations, elles envoient plein de policiers, impossible de manifester, ils interdisent les manifestations. Donc, autrement dit, André, quand on dit non, il faut dire oui quand même. Et c'est ce qui se passe à Saint-Brévin. Eh bien, les gens disent non, mais c'est oui quand même, et c'est imposé de force. Eh bien, écoutez, on va suivre et on vous suit aussi, Sophie. Merci, et puis on va se passer que tout se passera bien à Saint-Brévin. C'est ça l'essentiel. Merci. Oui, ça va bien se passer, mais le problème là-dedans, c'est qu'encore une fois, on l'a dit, Sophie, on l'a dit, on va pas reprendre. Sur nos valeurs. D'accord. Sophie, vous avez exposé très bien le problème. On l'a dit, maintenant on passe à quelque chose, moi je le dis simplement parce que c'est vrai que ça m'énerve, j'entends toujours ça, que les citoyens disent on peut rien faire. Vous faites que chacun à son niveau, et je dis ça à tous les auditeurs, à tous les résistants du Sud Radio, qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est tout, à chacun, voilà, et sinon, tant pis. Voilà. On va revenir dans un instant sur Sud Radio avec les Perlius et les Bravos. Et puis restez bien avec nous puisqu'on vous fait gagner sur Sud Radio. C'est bientôt Noël. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Le barbier de Belleville. Non, là c'est en Italie, à Gênes. C'est le barbier de Gênes. Alors le barbier de Gênes, bon, salon de coiffure, tout ça. Et puis les flics se disaient, c'est drôle, il reçoit énormément de clients chauves, mais complètement chauve, hein, le bois à zéro, quoi, vraiment le crâne à zéro. Alors les flics sont allés voir qu'est-ce qui se passe. Eh ben, ce qu'ils ont découvert, c'est que le coiffeur faisait à ses clients chauds faisait des passages éclairs. Et ils ont découvert quoi? Eh ben, qu'il dealait, le coiffeur, qu'il était une couverture pour un trafic de stupéfiants. Oui, à Gênes, absolument. Alors ils sont allés voir chez le barbier, donc le barbier, ils ont découvert
découvert 100 grammes de cocaïne, 4 balances de précision, évidemment, matériel de conditionnement des drogues, etc. Alors, certains clients se rendaient chez le coiffeur dans le seul but d'acheter de la drogue, et puis les autres se faisaient couper les cheveux, et puis après demandaient alors, allez, donne-moi une petite dose, 2 petites doses, 3 petites doses, coiffeur. Merveilleux, hein, voilà. Et bien là, il est incarcéré à la prison de Marassi, dans l'arrière-pays génois, parce qu'il leur faisait un shampoing à base de hashish, et le shampoing à base de hashish, ça ne marche pas à tous les coups. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fameux déserteur chanté par Boris Vian, oui, je ne veux pas la faire, je ne veux pas aller à la guerre. Eh bien, certains qui disent, ben, l'Europe aurait dû aller en guerre. Là, maintenant, elle aurait dû aller en guerre. Oui. Et en guerre contre qui? Évidemment contre la Russie. Vu ce qui se passe en ce moment, on voit un peu, on en a parlé hier avec François Martin, et puis plus loin avec Jacques Beau, effectivement, ça se retourne, c'est la Russie qui prend l'avantage de très loin. Eh bien, ça inspire quand même des commentaires tout à fait étonnants, notamment au général Michel Goya, hier sur LCI. Voici ce que disait Michel Goya. C'est très intéressant, écoutez. Et lorsque la paix s'est retirée, lorsque la guerre est apparue, on s'est aperçu que les Européens étaient tout nus. Voilà, et que il fallait pas les moyens. On avait été relativement lâches vis-à-vis de la Russie. Tout au long de la période. Je reprends tous les documents stratégiques français. Oui, qu'est-ce qu'on fait face à la Russie? Dialogue constructif, dialogue critique, mais toujours dialogue. Bon, ok. On s'aperçoit qu'on est nul parce que sans les Américains, sans l'aide américaine, finalement, on fait pas grand-chose et on s'est un peu trop habitué quand même à cette aide américaine. On aurait pu, pour revenir à votre question, si on avait vraiment voulu faire des choses sérieuses, courageuses, on va le dire, on aurait pu envoyer des troupes avant la guerre en Ukraine, sur la demande du gouvernement ukrainien. Magnifique. Alors magnifique. Vraiment, un certain nombre de généraux comment dirais-je, nous étonnent. Et quand je dis étonne, c'est une litote. Donc, selon Michel Goya, il aurait fallu faire la guerre à la Russie. Mais voilà, on est lâche. On aurait dû envoyer des troupes même avant l'invasion de Poutine en 2022. Oui, il fallait se battre. Voilà comment on est. Mais oui, scrognonieux, battons-nous. Mais oui, la Russie est notre ennemi principal. Allons-y, battons-nous. Voilà, on a été lâche, évidemment. On aurait dû y aller, on aurait dû envoyer des troupes. Alors on dit, voilà, dialogue. Ah oui, en l'occurrence, il fallait pas dialoguer. Quand monsieur Zelensky est allé dialoguer justement avec les Russes en mars 2022, un mois après l'invasion, et qu'il aurait pu avoir un accord, et que les Johnson, sans doute appuyés par les Goya, auraient dit non, battez-vous, on va y aller avec les armes, avec des milliards de dollars, battez-vous, et on voit le résultat. Il fallait y aller avant, il fallait envoyer nos troupes, et voilà. Écoutez, auditeurs du Sud Radio, résistants du Sud Radio, est-ce que vous êtes prêts à faire la guerre contre la Russie? Voilà. Ce que un certain nombre de gens, dont certains généraux, voudraient. Oui, allez-y, battez-vous. Ah bon? C'est notre guerre, ça? C'est notre guerre? C'est ça, la guerre contre la Russie? C'est notre guerre? Écoutez, voilà, posez-vous la question et répondez-nous. Il nous intéresserait vraiment. Écrivez-nous. Mailez-nous, voilà. Et en attendant, vraiment, en général, c'est fait pour faire la guerre. Surtout envoyer des gens faire la guerre. C'est magnifique, ce qu'on entend aujourd'hui. Et est-ce que vous reconnaissez ce son ? Oui, ça y est, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est maintenant, c'est le moment pour vous peut-être d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. On a plein de choses à vous faire gagner ce matin. Vous gagnerez peut-être un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans une des résidences Odalis Vacances en France. Un bon cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. Premier site de cadeaux personnalisés du groupe Interflora, ou encore de nombreux cadeaux qui vous attendent au pied du sapin de Noël sur Sud Radio. Pour gagner, c'est très simple. Vous nous appelez 0826 300 0826 300. Tiens André, un chiffre entre 1 et 25. Allez, 22. Allez, si vous êtes le 22e appel, c'est gagné pour vous. 0826 300. Le gagnant sera tiré au sort dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Mais ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, nous allons parler d'un livre très très important, Les Destructeurs, de Jean-Louis Zambert. Mais auparavant, évidemment, nous ne pouvons pas ne pas décerner, nous sommes très 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 fiers de faire un bravo au docteur Jérôme Marty. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jacques Dutronc, ce n'est pas le plus grand des voleurs, c'est un gentleman, mais il n'est pas cambrioleur. Enfin, on veut parler de Jérôme Marty. Et pourquoi on parle du généraliste Jérôme Marty, que l'on a vu pendant presque 2 ans, 3 ans, du matin au soir et du soir au matin, dans tous les médias de la France et de Navarre? Eh bien, c'est parce que le syndicat Liberté Santé porte plainte contre le docteur Jérôme Marty. Chaque semaine ou chaque 15 jours, vous savez, il porte plainte contre des médecins devant la chambre disciplinaire de tel ou tel conseil régional. En l'occurrence, pour Jérôme Marty, c'est le conseil régional de l'ordre des médecins d'Occitanie. Voilà. Alors, ils attaquent qui, ce syndicat Liberté Santé? Les médecins de plateau. Évidemment, ceux qu'on a vus pour nous expliquer qu'il fallait se confiner, se geste barriériser, se masquer, etc. Parce que sinon, on serait tous morts. Hein. On le sait, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui s'est passé pendant l'épisode Covid depuis janvier 2020. Alors, ils portent plainte contre le docteur Jérôme Marty. Voilà pourquoi. Alors, ils disent pourquoi. Alors, je vous laisse juge. Hein. Moi, je ne suis pas médecin et je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais ils disent ceci. Ils reprochent au docteur Jérôme Marty les manquements suivants: abus de crédulité publique et pratique de charlatanisme, rien que ça, défaut aggravé de mesures et de prudence et non-respect de l'obligation de délivrer une information médicale loyale et honnête dans son expression publique, défaut de mise à jour de ses connaissances avant expression publique, discrimination et manque de confraternité portant atteinte à l'honneur et à la probité de la profession. Eh ben, diable, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Ah ben, on verra ce qui va se passer par rapport à l'ordre des médecins, mais en attendant, je voudrais vous faire entendre la phrase culte de Jérôme Marty, celle qu'il a prononcée et qui à jamais restera dans le panthéon des phrases les plus importantes de la médecine et de la science. Écoutez. Milliards de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on ne connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Alors, vous dire qu'il n'y aura pas des choses qui apparaîtront, des effets secondaires, dans des années, clairement, on ne le sait pas. Alors ça, c'est pas beau ça. On a des milliers d'années de recul. Je rappelle que Pfizer et AstraZeneca et Moderna ont lancé ce vaccin il y a 3 ans. Et pourquoi, dit le Jérôme Marty, il y a des milliers d'années de recul? Parce que si vous additionnez, comme il le dit admirablement, le temps de chaque vaccin, eh ben oui, sur des milliards de personnes, ça fait des milliers d'années de recul. Donc on sait ce que sont ces vaccins. Ces vaccins, c'est la panacée, quoi. C'est clair, effectivement. Oh, peut-être qu'un jour, dans des années, il y aura peut-être des effets secondaires, mais pour le moment, embrassons-nous Folleville. Alléluia. Tout va bien. Voilà, nous suivrons effectivement le palmarès. Après André Grimaldi, Karine Lacombe et Gilbert Deray, voici Jérôme Marty au panthéon des médecins bonimenteurs. Je laisse la responsabilité de cette appellation, évidemment, au syndicat. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. L'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Jean-Louis Zambert, journaliste et auteur de ce nouveau livre, Les Destructeurs. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jean-Louis Zambert. Bonjour équipe de Sud Radio, bonjour André, merci de ton invitation. Alors Jean-Louis Zambert, lui on ne peut pas dire que c'est pas un journaliste d'investigation. Hein. Je veux dire, sur le Crédit Agricole, sur le Crédit Lyonnais, sur l'ONU, faut-il brûler l'ONU? Bonne question, faut-il brûler l'ONU? Le Crédit Agricole encore, les mensonges et crimes d'État, Trump face à l'Europe, le vrai c'est le président, le scandale Ivermectine. Et tous vaccinés, tous en danger, on vient d'en parler, effectivement. Et puis aujourd'hui, Les Destructeurs. Les Destructeurs, un livre polémique, très intéressant, que je recommande. D'ailleurs, ici, je n'invite que les gens dont on a vraiment apprécié le livre, parce que ils vont au bout des choses, ils en parlent. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est un autre problème. Alors,
c'est destructeur. Jean-Louis Zambert, vous commencez très fort. C'est évidemment, on a bien compris, the United States of America. Et puis vous y allez. Alors on va parler avec comment se crée l'empire, comment on intervient, etc., etc. Vous racontez tout cela, mais je vais évidemment vous écouter. On va vous écouter là-dessus. Et puis vous parlez de Macron aussi, qui a joué un rôle non négligeable, en tout cas au niveau de l'Europe et au niveau de la France surtout, avec la vente des bijoux de famille, de certains bijoux de famille, avec la prise du service public. Et puis vous parlez des conseillers style McKinsey. Tout ça est passionnant. Et puis vous dites à la fin, oui, mais ça y est, le basculement du monde est là. On est en train de changer avec la dédollarisation du monde, avec les BRICS. On va en parler. Mais d'abord, quand vous investiguez, et Dieu sait si vous investiguez Jean-Louis Zambert, c'est pourquoi c'est trouver je dirais, le dessin caché de la tapisserie, c'est ça? Oui, tu sais, je suis venu au métier pour essayer d'expliquer des choses qui étaient complexes. Je me suis dit, on ne peut pas faire changer les choses, on ne peut pas essayer de faire bouger les choses quand ça ne va pas si on n'explique pas aux gens. Je pensais notamment à la finance, à l'économie. Et c'est ce qui m'a fait venir au métier et plus tard, quelques années plus tard, m'engager vraiment dans des enquêtes au long cours. Parce que ce que je voulais, c'était un peu... On avait bien sûr la presse économique, mais c'est une presse réservée déjà aux gens qui ont accès à un certain savoir, à certaines connaissances. Et ma démarche, c'est de mettre à la portée du grand public des choses qui sont souvent complexes et que l'on ne présente pas forcément parce que dans les médias, on travaille souvent dans l'urgence. Tu en sais quelque chose. Et on est souvent sous la pression. Et quand on fait le constat aujourd'hui dans les médias français, la place des journalistes d'investigation, des journalistes d'enquête, est vraiment pratiquement inexistante. Est devenue inexistante. Oui, alors là, on pourrait faire 3 émissions là-dessus, les coûts, etc., l'autocensure, enfin beaucoup de choses. Mais moi, je voudrais revenir à cet empire de la mort, parce que vous n'épargnez pas vraiment, alors les États-Unis, vous dites l'empire de la mort. Bon, est-ce que vous n'avez pas un peu vite en besogne, mais on va reparler. Moi, je voudrais d'abord que vous présentiez effectivement la chose. Ce qui se passe aujourd'hui, vous dites, et on l'a vu effectivement dans tous les narratifs que nous avons suivis récemment, surtout la guerre Russie-Ukraine, hein. Proche-Orient est trop proche, en tout cas. Là, c'est la guerre de 100 ans, c'est une autre affaire. Mais vous dites que, en fait, quelque part, vous dites l'Europe pour cible. Vous dites Washington mène la danse, et puis il y a les petits danseurs un peu partout. C'est-à-dire, en fait, Washington veut quoi? Veut l'impérium total, veut la domination totale, il exerce? Oui, complètement. Quand j'ai travaillé sur cette enquête, alors il y avait déjà des aspects que je connaissais, mais ce qui est frappant quand on lit des documents des cercles des milieux impérialistes aux États-Unis, comme le projet pour le nouveau cercle américain, et que l'on voit les écrits de ces gens-là, les États-Unis ne peuvent pas exister sans la suprématie le monde ne peut pas exister sans la suprématie des États-Unis. Vous voulez dire pour ces cercles-là, là? Pour ces cercles-là. C'est actuellement, au sein du pouvoir américain, les cercles qui sont dominants. Un peu les néoconservateurs, enfin appelons-les pour caricaturer, c'est schématisé. Alors, mais bon. Mais on retrouve justement le même schéma aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, comme partout un peu à travers le monde. C'est-à-dire que c'est John Perkins, qui est un assassin économique, on en parlera, appelle ça la corporatocratie, c'est-à-dire que des gens se retrouvent entre eux dans des cercles qui sont souvent informels, des représentants de grandes banques, des représentants de grandes sociétés transnationales, principalement des milieux financiers, et de l'appareil d'État et des services de renseignement notamment, et de l'armée. Et ces gens-là agissent, leur seule préoccupation, c'est de s'accaparer les richesses du monde. Alors, se les accaparer, quand je parle des richesses du monde, ça peut être le pétrole de l'Irak, le pétrole de la Libye, ça peut être des minerais précieux en Afrique, ça peut être des richesses... Les terres rares du Congo ou autres. Voilà, exactement, ou des richesses archéologiques, comme ils l'ont fait en Afghanistan, par exemple. Mais ça peut être aussi une entreprise comme Alstom, qui est une entreprise stratégique, qui a un savoir-faire très développé, et ça va intéresser donc une grande société transnationale, en l'espèce, à l'époque, General Electric. Et là, tu vas retrouver aussi bien en Europe que, comme tu l'as aux États-Unis, des cercles, ce que j'appelle des couveuses un peu, où se retrouvent à la fois les représentants de ces grandes sociétés transnationales, de ces grandes banques,
avec des hauts fonctionnaires, et dont l'objectif est de détecter des personnes qui peuvent servir leurs intérêts plus tard. Et quand ils ont trouvé un candidat qui leur convient, eh bien de le mettre en confiance, c'est-à-dire de faire rencontrer aux États-Unis. Vous pensez au Global Young Leaders, par exemple. Par exemple, à la French American Foundation, mais il y en a un tas d'autres. Voilà. On va en parler tout de suite après cette petite pause et on va justement faire l'inventaire de tout cela parce que c'est important de dire au fond pourquoi. Bah oui, petite pause puisque c'est le moment de vous faire gagner sur Sud Radio. C'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est tout de suite, on accueille Bruno qui nous appelle de Marseille. Bonjour Bruno. Bonjour. Salut Bruno. Bruno, vous avez été le 22e appel et vous avez gagné une belle enceinte Bluetooth JBL avec laquelle vous pourrez nous écouter toute la journée et la mettre au pied du sapin. J'espère que vous allez nous écouter Bruno avec ça. C'est magnifique, je vous remercie. Voilà. Mais c'est pas tout Bruno, c'est pas tout, attendez, c'est pas tout. Vous avez aussi gagné un ballotin de chocolat fin, de truffes moelleuses Jeff de Bruges, un coffret d'1 kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Bref, de quoi vous faire plaisir à vous et à toute votre petite famille pour les fêtes de Noël. C'est la magie de Noël. Voilà Bruno. Merci André. Merci Bruno. Merci à vous Bruno. Et puis écoutez, vous allez nous écouter sur l'enceinte Bluetooth, mais évidemment toutes vos musiques préférées. Comme toujours. Merci Bruno. Et très bonne fête. Et on remercie également notre partenaire, la Confédération des buralistes. Et je vous rappelle que le grand sapin de Noël Sud Radio continue tous les jours jusqu'au 25 décembre sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-Louis Zambert, Les Destructeurs, un nouveau monde émerge aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous faites le procès, on a parlé de tous ces cercles qui sont en Europe, en Amérique ou ailleurs. Mais est-ce que c'est un complot? Est-ce qu'on va pas vous dire, mais Jean-Louis Zambert, vous allez me dire qu'il y a des tas de gens qui se réunissent comme ça dans des cercles feutrés et à Davos ou ailleurs, et puis qui complotent tout ça? C'est pas ça ce que vous dites d'ailleurs. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Ça prouve au contraire que le système sait s'organiser pour perdurer, pour se reproduire. Ce sont des gens compétents qui se retrouvent, je veux dire, et je dirais même que c'est dommage que les gens qui veulent changer les choses en France n'aient pas le même esprit d'initiative et pour se rencontrer, pour discuter, pour débattre en sortant de leurs clichés et de leur un peu, parce que quand on en entend certains des fois qui disent changer les choses, ils sont un peu comme des recluses du Moyen-Âge dans leur tour d'ivoire de certitude. Non, il n'y a pas du tout de complot. Du reste, John Perkins, qui fut un assassin économique. Alors, d'abord, qui est John Perkins? On ne va pas s'étendre là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez dire par assassin économique? Vous avez employé 2 fois là. Ça veut dire quoi? Alors, assassins économiques sont des gens qui sont employés pour assassiner l'économie et pour servir des intérêts qui sont ceux de la grande finance, des grandes sociétés financières et des grandes sociétés transnationales économiques des États-Unis. Alors, Perkins c'était un économiste de haut niveau. Il a été recruté par le groupe Bechtel en 1971 et il a eu affaire donc à l'intérieur de l'entreprise à une supérieure qui était une correspondante de la NSA. National Security Agency. Voilà, National Security Agency. Et Perkins a commencé, lui, en disant, il allait pour lui être un peu comme une sorte de lobbyiste, chercher des marchés à l'export. Et on lui a expliqué très clairement, non, John, c'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'employer tous les moyens possibles pour que ces marchés reviennent à nos entreprises. Aux entreprises américaines et à la nôtre en particulier. Exactement. Bien sûr. Et donc, il était employé par le groupe Bechtel, qui est un groupe de consultants internationaux. Et Perkins, donc, se travaillait principalement sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. D'accord. Et l'un de ses objectifs, c'était d'endetter des États pour après positionner. Alors, quand l'État était bien endetté ou même surendetté, le principe, c'était de dire mais nous pouvons vous aider. Et après, tu avais soit des grandes sociétés financières, soit des sociétés transnationales états-uniennes qui arrivent
pour proposer bien sûr leurs services. C'est ce que l'on voit du reste avec la guerre en Ukraine. Tout a été détruit et maintenant le PDG, Larry Fink, le PDG du fonds d'investissement BlackRock, se présente pour dire mais nous pouvons, vous pouvez pas nous rembourser la dette, vous pouvez pas rembourser l'argent qu'on vous a prêté, alors il faut que vous privatisiez, nous il y a telle entreprise qui nous intéresse. Dans le domaine des télécommunications, on a cette entreprise qui peut moderniser, reconstruire. Voilà comment ça se passe. Nous sommes vos sauveurs. Voilà. Et nous allons vous fournir tous les moyens. D'ailleurs, BlackRock, c'est pas seulement ça, ils ont acheté presque la moitié des terres ukrainiennes. Tout à fait. Monsanto aussi. Voilà. Il y a Monsanto, Cargill, Dupont de Nemours, que l'on retrouve. Donc l'idée, c'est on vous met à poil. Pour être vulgaire, un peu trivial, et puis, mais en revanche, on va vous habiller, mais avec nos vêtements made in USA. C'est ça. Made d'ailleurs, mais... Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, quand Perkins a continué, du reste, il m'explique quand je l'interviewe, parce que j'ai interviewé à plusieurs reprises, et il me dit, mais Jean-Loup, nous, à l'époque, on pratiquait, il y avait des affaires de pots de vin, des affaires sexuelles, de chantage sur des dirigeants d'entreprise pour les amener à ce qu'on voulait. C'était des faits à bon gros, illégaux, mais à l'époque, c'était presque exceptionnel, ça existait. Mais il me dit aujourd'hui, quand je vois avec le recul, aujourd'hui c'est devenu la norme. C'est devenu la norme. Et alors, c'est d'autant plus devenu la norme qu'avant, les assassins économiques, c'était ces gens qui partaient en mission, en gros pour l'US Imperium, pour les intérêts des États-Unis, principalement leur société financière et économique. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que c'était avant des personnes comme Perkins qui avaient un haut niveau d'études qui étaient recrutées, et aujourd'hui ils ont élargi. C'est-à-dire que ce peut être des cadres qui se trouvent à un moment donné dans telle société transnationale, qui ensuite vont passer par le système des portes tournantes que j'explique à l'intérieur de l'appareil d'État aux États-Unis, qu'on va retrouver gouverneur dans un ministère ou autre. Et puis, mais on l'a connu en France avec le président Macron, qui a été chercher le dirigeant d'une société transnationale états-unienne, la filiale française, IGVIA, qui a été incorporé à l'adresse, la direction de recherche d'évaluation qui est une administration centrale. Il est venu comme fonctionnaire travailler pour mettre en place le plan santé d'Emmanuel Macron, et après il est retourné à la direction de IGVIA France. Voilà, effectivement, ce qu'on appelle les portes tournantes, comme vous dites, voilà, les revolving doors, comme disent les Américains. Voilà, alors, et chez nous, ça s'appelle le pantouflage, mais enfin, c'est un peu différent, mais pas si loin que ça. Oui, alors c'est d'autant plus facile que tu retrouves dans ces couveuses dont je parlais, dans toute cette myriade d'associations comme la French American Foundation, mais d'autres que je donne dans le livre, Institut Aspen, etc. Tu retrouves un peu les mêmes pratiques, quoi. C'est-à-dire que tu as là des hauts fonctionnaires, des anciens responsables de la banque Rothschild, etc., ou même d'autres organisations financières, et qui ces gens-là entre eux vont se côtoyer, vont se rencontrer. On va organiser des séjours aux États-Unis pour qu'ils rencontrent les milieux d'affaires. Le président Macron est le président français qui a fait le plus de voyages aux États-Unis. Et on guide un peu. Quand on a sélectionné, quand le sujet a été retenu, on le guide. D'abord, il passe. Alors, Emmanuel Macron, c'était le candidat un peu idéal parce qu'il venait de l'ENA. Il avait fait la finance. Il cochait toutes les cases. Banque Rothschild, et après la banque Rothschild, on retrouve les mêmes qu'il a rencontrés, commission Attali dans ces organisations, qui vont après border son parcours jusqu'à aller au pôle économique et financier de l'Élysée. Absolument, à la demande générale et aux applaudissements du public. On se retrouve juste après une petite pause et on va continuer effectivement de creuser peut-être la mécanique du système, parce que ce qui est intéressant, c'est la mécanique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, qui sont ces destructeurs dont parle Jean-Louis Ambert dans son livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy?
En fait, les destructeurs, d'accord, l'Amérique, superpuissance, à tout seigneur, tout honneur, on ne prête qu'aux riches, même on ne donne qu'aux riches, mais l'Europe quand même, comment il se fait, et vous en parlez assez longuement dans votre livre, Jean-Louis Zambert, comment il se fait que l'Europe... Alors évidemment, il y a eu le plan Marshall, l'Europe était exsangue, 44, bon, très bien, sont arrivés, ils nous ont d'ailleurs aidés, il faut le dire, il ne faut pas oublier ça, mais en même temps, ils nous ont aidés, mais comme vous dites, en disant, mais attention, on vous aide, mais vous allez nous rendre un peu la chose, l'appareil. Oui, tout à fait. Mais ce qu'ont voulu les États-Unis dès le départ, déjà, ils ont voulu enfermer les pays le versant ouest du continent européen sous leur hégémonie. Donc ils ont carrément, mais ça a été très loin, puisque le 6 juin 44, quant à le débarquement, ils débarquent une monnaie qui est déjà imprimée aux États-Unis et qui doit être diffusée sur la France. Et même sur d'autres pays. Une monnaie spéciale. Une monnaie spéciale, et qui sera, et ils veulent essayer d'imposer ce système, y compris au Danemark et en Italie. L'Italie va l'accepter, le Danemark et la France la refuseront. Heureusement, la France la refusera parce que le général de Gaulle s'y est opposé en disant qu'est-ce que c'est, cette monnaie, nous ne la reconnaissons pas, elle est imprimée aux États-Unis et nous ne l'acceptons pas. Et dans le même temps, ils voulaient mettre en place un gouvernement, alors qui était un peu un gouvernement administratif qui était dirigé par des militaires qui avaient été formés aux affaires civiles, notamment à l'université d'Yale aux États-Unis, de manière à prendre en main l'économie de la France. Parce que la France et l'Allemagne étaient pour eux les deux premières puissances à neutraliser, si je puis dire. Alors, ils vont procéder différemment. Et alors, on va retrouver tout au long, dès la libération, dès 1940... Et jusqu'à aujourd'hui, vous dites? Oui, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça commence même bien avant, puisqu'en 1941, quand il y a les premières victoires de l'armée rouge contre l'armée allemande à Rostov-sur-le-Don, les Roosevelt envoient des émissaires auprès du gouvernement de Vichy. Et l'objectif, en gros, c'est d'assurer un Vichy sans Vichy. Après, ils voient, les États-Unis sont en train de voir que les choses sont en train de tourner, que le régime fasciste à Berlin ne tiendra pas, que la grande armada qu'ils ont envoyée pour faire tomber le régime à Moscou est repoussée, et là ils savent que les choses vont changer. Et c'est intéressant du reste, parce que quand tu regardes en France des gens qui sont présentés comme de grands démocrates, comme des pères fondateurs de l'Union européenne, tu t'aperçois que le parcours de ces gens-là est partagé entre la collaboration avec les services US, la collaboration avec Vichy, et même... Vous parlez de Spaak, de Jean Monnet, de Schuman, de Pinet même. Donc, et ça n'a donc les États-Unis ont été confrontés à un bloc à la libération. C'était le fait que la politique du général de Gaulle était une politique qui voulait assurer la souveraineté politique, économique et financière et militaire de la France, et qu'il a bénéficié sur ces points-là du soutien à l'époque du Parti communiste qui était très influent. Et donc, ils vont travailler autrement. C'est-à-dire que... Alors, comment ? Alors, ils vont travailler avec des gens qui ont été aux États-Unis pendant la guerre. L'un des principaux, c'est Jean Monnet, qui vont amener à accepter l'idée, parce qu'on le présente, Jean Monnet, père de l'Europe, fondateur de la supranationalité, etc. C'est pas du tout ça en réalité. Jean Monnet était en contact pendant la guerre avec les frères Dulles, John Foster Dulles et Allen Dulles. Le premier sera secrétaire d'État. Donc l'idée c'était de faire une Europe liée à l'Amérique. Voilà, exactement. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été jusqu'à concevoir non seulement la monnaie, qui voulait faire déjà une monnaie unique. Elle n'a pas réussi, heureusement. Elle n'a pas réussi, mais ils essayent encore aujourd'hui de remettre le couvert sur la table en imposant une monnaie unique. Avec le rapport qui a eu lieu au Parlement européen récemment au mois de novembre, pour essayer d'imposer la monnaie unique à tous les pays membres. Essayer d'élargir à 35 à 37 membres l'actuelle Union européenne. Et ça, c'est une initiative venant de l'Amérique, à votre avis? C'est une initiative... Ça vient de l'Europe, ça. C'est une initiative qui vient... Ursula von der Leyen. Non, voilà, c'est une initiative qui vient essentiellement de l'Allemagne.
De l'Allemagne, mais oui. Parce que sur les 5 rapporteurs qui ont préparé ce rapport, 4 sont allemands. Alors, allemands, mais je veux dire, il y a la droite, il y a la gauche. Non, mais l'Allemagne, pardon, beaucoup parce qu'ils n'avaient pas un De Gaulle et puis ils sortaient de chez Hitler. L'Allemagne c'est toujours arrimé aux États-Unis, Jean-Louis Zambert. Tout à fait. Mais considérant comme leur bouclier, enfin. Voilà. Mais c'était un moyen aussi d'arriver à contrer la France. Qui avait une politique qui était indépendante à l'époque, qui était une politique souveraine. C'est pour ça que le couple franco-allemand aujourd'hui ne veut plus rien dire d'ailleurs, et de moins en moins. Évidemment. Et donc toute la tactique, ça a été d'utiliser ces gens-là, de les introduire dans les cercles de pouvoir. Alors, et ce qui est frappant, c'est qu'on voit des gens comme Jean Monnet, Jean Monnet, qui est De Gaulle nomme directeur général du plan, et qui, dans le même temps, agit au sein d'organisations qui vont contre la politique de souveraineté du régime gaulliste. D'accord. Et donc, cette situation, vous en parlez longuement et bien dans votre livre, mais cette situation arrive aujourd'hui où on se dit... est-ce que ça explique l'Europe aurait pu jouer un rôle quand même. L'Europe, c'est pas rien, 400 millions d'habitants, etc. Enfin, le PIB, etc. Faut pas faire le détail. Ça explique que l'Europe s'est totalement rangée derrière les États-Unis dans cette guerre Russie-Ukraine, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et c'est vrai qu'il y a eu, rappelez-vous quand même, Bruno Le Maire, on en parle, nous allons mettre à genoux l'économie russe, etc., etc., etc. Et on a vu les conséquences. Vous pensez que c'est le passé que vous décrivez qui explique cette position pratiquement quasi unanime de l'Europe, que ce soit même l'Italie de Meloni, la France de Macron, l'Angleterre, n'en parlons pas, même si l'Angleterre a fait le Brexit, Boris Johnson était l'envoyé de Biden. Oui, ce passé contribue partiellement à expliquer le présent. Parce que ces cercles se sont développés et aujourd'hui il y a des ministères dont les dossiers sont complètement gérés par des atlantistes, c'est-à-dire par des gens acquis à l'hégémonie états-unienne et qui sont des intégristes du marché. C'est notamment le cas du Quai d'Orsay, le ministère des Finances, les principaux ministères. Et bien sûr le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Mais tous ces gens, en réalité, poursuivent c'est la même politique d'arrimage aux États-Unis. Du reste, quand on regarde le bilan depuis les années 90, des décisions qui ont été prises par les dirigeants français, quels qu'ils soient, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que partout où la France, s'est alignée sur les décisions de Washington, la France a reculé. Donnez des exemples. Par exemple, dans les pays arabes. Quand on prend toutes les guerres qui ont été déclenchées par les États-Unis, parce que ça c'est aussi c'est un fait important, c'est que toute la période contemporaine est marquée par le déclenchement de guerres qui sont provoquées par les États-Unis. Alors ça peut être des guerres subversives, comme ils l'ont essayé en Algérie, comme ils l'ont fait en Tunisie. Ça peut être des guerres plus fortes comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait en Syrie, subversives. L'Afghanistan. Et dans tous ces pays, à chaque fois que la France a suivi les décisions des dirigeants de Washington, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en fin de course, quand les avions sont rentrés dans leur base et que les canonnières ont fini de parler, eh bien, les bonnes relations ou les relations, je dirais, que pouvait avoir la France avec ces pays-là, n'existent pratiquement plus. Je veux dire, la France n'est plus considérée comme un partenaire fiable. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi le rapport de force qui fait que tous ces gens-là parlent quand même aux États-Unis parce que les États-Unis ont le gros bâton et que la France a la petite branche d'olivier, si je peux me permettre. Oui, mais ils ont un gros bâton fragile avec un endettement total de plus de 103 000 milliards de dollars. 103 000 milliards de dollars. Alors justement, ça revient à ce que vous disiez en première partie. L'Amérique elle-même, les États-Unis sont surendettés. Tant que le dollar était la monnaie unique, ils pouvaient fabriquer, la planche à billets pouvait fonctionner sans aucun problème. Mais aujourd'hui,
et parlons un peu de la dernière partie de votre livre, la dédollarisation. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vend à la Chine en yuan, etc., etc. Ça change la donne complètement, à votre avis ? Ah oui, complètement. Complètement, parce que le dollar est en train de perdre... le dollar est en train de... Chaque mois qui passe, le dollar perd de sa valeur comme monnaie dans les échanges internationaux. On avait, pour donner un chiffre, on avait le dollar ne représente plus que... il a entre 2015 et 2022... Du point de vue des transactions internationales, le dollar qui a assuré en 2015 à peu près 90% des transactions internationales ne représente plus qu'en 2022 que 46%. Oui, ce qui est même 2022 énorme. Ou 2020. Ouais. Et je pense que c'est en train de continuer de régresser, justement avec le fait que des pays importants comme l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, l'Inde, maintenant, surtout disent, mais on ne voit pas pourquoi on travaillerait en dollars quand notre intérêt économique et financier, c'est de faire un échange en monnaie locale, en monnaie des pays, quoi. Ou en utilisant l'or, ou en utilisant le yuan chinois, le rouble russe même. Alors qu'avant, si vous et moi faisions une négociation en dollars, nous étions susceptibles d'être attrapés par la justice américaine, quel qu'il soit dans le monde entier. Tout à fait. L'extériorité que l'on connaît. Mais alors, est-ce que ça veut dire donc pour vous, c'est une des preuves, des preuves éloquentes de la fin, en tout cas de l'impérium, de la fin de l'empire, quoi? Dire que c'est la fin de l'empire, c'est un raccourci. Peut-être aller vite en besogne. Oui, c'est un raccourci pour montrer la tendance plutôt. C'est-à-dire que les États-Unis sont en difficulté et ils ne peuvent plus se permettre aujourd'hui ce qu'ils se permettaient hier. Je parle notamment dans le livre de cette remarquable enquête qui a été faite par 4 journalistes aux États-Unis, qui a été publiée dans le New York Times, sur la manière dont, en décembre 1914, des soldats ont débarqué à Haïti, venus des États-Unis, ont été directement à la banque d'Haïti. Ils ont pris toutes les réserves d'or. Ils ont chargé toutes ces caisses d'or sur des charrettes qu'ils ont amenées jusque sur la côte. C'est parti en canot dans une canonnière et ça a été chargé. L'or a été... il y en avait à l'époque, c'était une somme importante. 1914, je crois que ça représentait, d'après ce que disent ces journalistes, $500 000. 500 000, c'était une grosse somme. 1914, et alors, ils ont complètement dépecé le pays, ils l'ont privé de ses ressources financières, et quelques mois plus tard, ils chassaient les Français de Haïti, et ils installaient une dictature avec, on connaît la suite aujourd'hui, quoi. Papadoc et le reste. Donc ça, mais... Partout ce sont des guerres de rapine, parce que l'Ukraine, c'est un peu, je dirais, la succession de l'agression des États-Unis contre la Yougoslavie. C'est toujours monté à partir... Oui, vous reparlez de la Yougoslavie, et c'est bien à rappeler, 1999. L'OTAN avait attaqué sans l'aval de l'ONU, avait attaqué la Yougoslavie à l'époque, la Serbie, et c'était le dépeçage. Exactement, et quand on voit aujourd'hui les entreprises qui se sont installées dans ces régions-là, on retrouve des entreprises essentiellement états-uniennes. Par contre, les bonnes relations qu'avait la France avec les Serbies, à mon avis, elles sont revues à la baisse, là. Oui, ça c'est clair. Et vous pensez que l'Ukraine c'est un peu la même chose, surtout avec toute la corruption, tout ce qui se passe, etc. Oui. Oui. Alors justement, l'Ukraine, déjà la première chose, on parle d'agresseurs russes. Ceux qui disent ça, moi je leur pose la question, que reste-t-il aujourd'hui des populations qui sont opposées à la junte qui a été mise en place en 2014 au pouvoir par les États-Unis de longue date, et je vais y revenir après, si la Russie n'était pas intervenue? Il y a quand même eu, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU qui est entre 2014 et 2022, près de 15 000 personnes qui ont été assassinées quand même par l'armée ukrainienne. Dans le Donbass, dans les régions. Voilà, le Donbass et puis d'autres régions, par l'armée ukrainienne, des groupes néo-nazis quand même. Faut voir quand même, quand j'entends la première ministre française, nous serons jusqu'au bout avec les Ukrainiens. Madame Borne, ses parents s'appelaient Bornstein. Il faut quand même savoir que en Ukraine, ces groupes néo-nazis ont détruit non seulement les monuments qui avaient été érigés
fêter la victoire quand l'Armée rouge avait chassé les nazis, mais que des monuments aux morts, des monuments qui rendaient hommage aux populations juives, notamment, qui avaient été l'objet d'atroces pogroms en Ukraine. Oui, la Shoah par balle. Voilà, exactement. Ont été souillés, recouverts de croix gammées. C'est un régime raciste, c'est un régime où les partis d'opposition sont interdits, où des députés d'opposition ont été abattus froidement dans la rue, où les médias sont censurés, les médias qui ne reproduisent pas la parole du régime ou qui même émettent des articles pour la paix ou pour critiquer le gouvernement sont censurés par un conseil national mais sans procédure juridique. C'est le président qui décide du jour au lendemain de fermer telle radio, telle télévision. Jean-Louis Zambert, est-ce que c'est pas un peu le cas en Russie ? Franchement. Moi, en Russie, j'ai pu publier le Crédit Agricole hors la loi. Oui, c'était le Crédit Agricole français, pas le russe. Oui. D'accord. On se retrouve après une petite pause. Et avec vous au 0826 300 300, on continue cet entretien, on prendra vos réactions. 0826 300 On n'a pas pour le moment de... Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, on est toujours avec Jean-Louis Zambert qui vient nous parler de son livre Les Destructeurs, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et nous avons Natacha qui nous appelle depuis Périgueux. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha. Oui. Bonjour monsieur Jean-Louis Isenberg. J'ai pris des notes. Bonjour, et monsieur André Berkoff. Monsieur André Berkoff, je vous connais. Eh ben, écoutez... Vous avez été exemplaire durant le Covid. Merci. Bref. Merci, on tâchera de le rester. Oui, allez-y Natacha, allez-y. Écoutez, je vous prête un peu néophyte, parce que j'étais en train de manger tranquillement et je mets la radio. Oui. Et je peux vous assurer que j'ai mangé très mal. Ah bah écoutez, c'est une bonne chose. J'ai pas tout compris. Ça veut dire... J'ai pas tout compris. Donc des gens sont en train de manipuler la planète entière. Ça dure depuis des millénaires, c'est le cas de le dire. Des millénaires, je ne sais pas, mais enfin bon. Ah bah si, disons quelques décennies. Allez-y, Natacha, bon. Allez-y. Et puis donc, on sait que certains, pour de l'argent, en plus pour de l'argent, donnent à manger à quelqu'un ou donnent pas à manger aux autres. Il y a des gens qui meurent de faim actuellement, simplement pour de l'argent. C'est-à-dire que c'est nous qui avons inventé ça, les humains ont inventé ça. Et on est tous en train de se battre et tout, en sachant qu'il y a une période donnée où on va vivre et mourir. Et dans cette période-là, on va galérer pour quelques-uns qui disent on va mettre tel ou tel pays à terre, ou tel pays sous nos ordres, Mais qui sont ces gens-là? Des aliens? Mais peut-être pas. Ce sont des gens qui se comportent comme on s'est comporté depuis 5000 ans. Ou presque, c'est ça, oui, mais c'est ce que je vous dis depuis des milliers d'années. Oui, c'est vrai. Jean-Louis Zambert, en fait, je comprends ce que vous voulez dire, et c'est normal, Natacha, que vous réagissez comme ça. Mais en fait, le monde a toujours été rapport de force. Malheureusement. Un rapport de force, oui, malheureusement. Mais ce que l'on voit là dans l'époque contemporaine, c'est frappant, c'est qu'il y a un accroissement des richesses à un pôle de la société, mais alors vraiment de manière éhontée, et un accroissement terrible des difficultés pour le plus grand nombre. Par exemple, il y a un organisme qui travaille à côté de l'Union européenne, qui fait des prospectives sur... rien qu'en restant sur l'Union européenne, et qui prévoit, au rythme actuel, qu'il y aura en 2030 en plus ou moins 135 millions de personnes qui seront en exclusion sociale ou en pauvreté. 135 millions de personnes sur 445 millions d'habitants. En Europe. En Europe. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Donc ça montre bien, effectivement, comme le disait Natacha, madame, il y a des gens qui
Mais vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec André Berkoff, il y a des gens qui sont des cadres de ces grandes sociétés dont le souci n'est pas... Je vais prendre par exemple le cas de la société Pfizer ou de la société de conseil McKinsey. Oui. Leur souci, quand ils viennent décrocher des marchés en Europe, dans l'Union européenne ou en France, ce n'est pas la santé des Français, c'est de repérer le marché le plus important, là où ça va coûter le moins cher, là où ça va rapporter le plus. La santé des Français, peu importe, du reste c'est à un tel point que dans le cadre de la campagne de vaccination, les députés européens qui ont demandé à voir les contrats qui avaient été signés par la présidente de la Commission européenne ont eu droit à les consulter pendant une demi-heure ou un quart d'heure, je crois, dans une salle, sans téléphone, sans crayon, sans pouvoir noter. Et contrats biffés. Et des contrats qui étaient complètement biffés. On a reçu Michel Rivasi, paix à son âme, qui vient de mourir, et Virginie Joron, qui nous ont raconté ce qui s'était passé. Hein. Voilà. Donc là ils viennent pour l'argent. Et alors, c'est pour vous dire à quel point est poussé le cynisme au sein de cette direction de l'Union européenne. C'est que déjà quand vous avez la présidente de la Commission européenne qui négocie en secret avec le dirigeant de Albert Bourla, PDG de Pfizer, elle refuse de rendre public ces SMS. Et c'est encore plus grave, c'est qu'il y a des députés qui posent des questions, qui exigent de connaître les SMS en disant « Mais Madame la Présidente, vous avez tenu ces échanges avec le PDG d'une société transnationale, Pfizer, dans le cadre d'accords commerciaux. Nous demandons à ce qu'ils soient rendus publics. » Eh bien, tous les présidents de tous les groupes politiques de l'Union européenne se sont réunis à huis clos avec le président de l'Union européenne et ils ont décidé ensemble qu'elle n'aurait pas à rendre public, à s'expliquer devant le Parlement. Alors cette espèce de doctrine du secret, c'est intéressant parce qu'on est soi-disant dans le monde le plus surinformé, hein, avec Internet, avec tout cela, mais le secret ça marche. Le secret c'est en train de marcher. Je ne sais pas si on a le temps de prendre Françoise... Avec le réalisateur, est-ce qu'on aurait le temps pour Françoise? Oui, bonjour Françoise. Bonjour Françoise, on vous écoute. Bonjour, alors c'est pas Françoise, mais c'est Sandrine, mais c'est pas grave. Sandrine, ah bon. Mais c'est joli, et en plus c'est mon deuxième prénom. Et ben voilà, François, on le savait, c'est pour ça que vous appelez comme ça. On vous écoute Sandrine. Oui, juste voilà, j'ai une petite question par rapport à l'Europe et à l'Union européenne. Il va y avoir les votes, tout ça, et c'est très inquiétant ce que vous dites. Et j'avais vu un reportage aussi, alors par rapport à l'agriculture, parce que moi je suis agricultrice. En 2015, il y avait eu un reportage qui m'avait énormément plu, je l'ai regardé sur YouTube, mais c'était un moment, et il se parlait au niveau des banques qui, à un moment donné, surenchérissaient d'un point de vue, on va dire, par rapport aux traders, enfin tout ce qui est au niveau tourteau soja, tout ça, au niveau. Et là-dessus, ma question, la France, je sais qu'ils avaient essayé je crois qu'à ce moment-là, c'était M. Hollande qui était président, et M. Macron était ministre de l'économie, et ils n'avaient rien dit. Oui. Alors justement, on arrive hélas, mais on refera quelque chose avec vous, évidemment, Jean-Louis Ambert, parce que beaucoup de choses à dire. En quelques mots, donc, les présidents, que ce soit Hollande, Macron ou autres, vous dites dans votre livre, ce sont des exécutants quelque part. Oui, ils ont été mis en place pour servir les intérêts des grandes sociétés financières et des grandes sociétés transnationales. Du reste, qui a détecté ces gens et qui leur a fait qui a bordé leur parcours jusqu'au pouvoir suprême au sein de l'État? Ce sont les anciens énarques, les anciens des finances, les anciens de la banque Rothschild, les anciens, je cite dans le livre, j'en donne quelques-uns, Jean-Pierre Jouyet, par exemple, qui, à lui tout seul, est un véritable guide du routard des cercles du pouvoir politique en France. En tout cas, vous l'affirmez, on vous laisse la responsabilité de vos informations, mais je vais vous dire, c'est un livre qu'il faut lire, parce que si on veut avoir le paysage, on va avoir le paysage dans son entièreté, c'est toujours bon de se renseigner. Encore une fois, c'est l'important, c'est ce que nous faisons. À tout de suite. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Louis Ambert. Je rappelle votre livre, Les Destructeurs, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h avec un face-à-face exceptionnel, puisque vous recevrez Michel Onfray demain dans l'émission. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.